Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Gilles Thibault, qui est président de HPE France. Gilles Thibault, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, c'est la tradition dans cet entretien hebdomadaire de faire part de l'actualité ou des actualités qui sont liées à l'IT, mais pas nécessairement à HPE, des semaines passées qui ont retenu votre attention. Donc, est-ce qu'il y a des éléments qui ont plus particulièrement, qui vous ont marqué ces derniers temps? Écoutez, j'en ai deux. J'en ai d'abord un qui s'est passé la semaine dernière. Ça a été le lancement de la nouvelle fusée de Elon Musk avec le projet SpaceX que vous connaissez. C'était la fusée Falcon Heavy. Je crois que ça a été avant tout un superbe événement de marketing. Donc, comme vous l'avez vu, la vidéo où il envoie une Tesla dans l'espace avec une combinaison d'astronautes et sous une musique de David Bowie, je trouvais ça vraiment magnifique. Mais au-delà du coup de marketing, ce que j'ai trouvé... Est-ce que vous pensez qu'il va construire les routes qui vont être nécessaires pour la Tesla? Alors avec Elon Musk, on ne sait jamais. Mais ce que j'ai vraiment trouvé, pour moi frappant en fait, c'est la capacité d'innovation de Elon Musk, ce qu'il représente. Il semblerait qu'il n'y a pas de limite pour lui. Que ce soit dans l'industrie automobile, que ce soit dans le monde des batteries ou que ce soit dans la conquête de l'espace. Je trouve ça juste fantastique, quelqu'un qui veut vraiment repousser les limites de l'innovation au maximum. C'est un projet aussi qui m'avait frappé parce que récemment aussi, nous avons utilisé une de ces fusées pour envoyer un supercomputer dans l'espace, sur la station internationale. Pour justement tester ce qu'un supercomputer pouvait faire en orbite, avec l'objectif éventuellement de l'envoyer dans la prochaine mission sur Mars, parce qu'il faut savoir que l'informatique dans l'espace, ou en tout cas sur la station internationale, est une informatique assez âgée. Elle date de 1988 parce qu'il y a effectivement des conditions qui font que ça peut être un peu compliqué. Voilà. Donc ça c'est un sujet qui a retenu mon attention. Et ce qui est intéressant, je vous interromps, ce qui est intéressant, c'est que finalement la conquête spatiale telle qu'on l'imaginait depuis l'envoi d'un homme sur la Lune dans les années 60, c'était des projets publics. Et là, on a des projets privés. Donc c'est quand même une évolution qui peut faire réfléchir. Oui, c'est tout à fait correct ce que vous dites. C'est vraiment le monde privé là qui est en train d'une certaine manière de reprendre la main, en tout cas sur certains sujets, puisqu'il y a quand même, vous avez aussi cette apparition de super entrepreneurs, là. Elon Musk d'un côté avec son projet SpaceX, il faut savoir que Jeff Bezos de son côté aussi a son propre projet de voyage dans l'espace. Donc oui, énormément, pour moi c'est un reflet de l'innovation actuellement qui est sur le marché, qui est juste extraordinaire, en tout cas pour différentes raisons. Mais oui, c'est très interpellant et encourageant. Alors, le deuxième sujet qui avait retenu votre attention? Eh bien, le deuxième sujet, c'était l'événement Choose France, qui s'est passé il y a quelques semaines d'ici, à Versailles, auquel j'ai participé avec notre nouveau CEO, Antonio Neri. Et j'ai trouvé que c'était un très bon événement, très percutant, très convaincant également, un vrai succès. Il y avait quand même 140 CEO. Oui, présent. Mais avec des investissements réels. Oui, il y a eu des bonnes annonces, notamment beaucoup dans l'intelligence artificielle, où je crois que la France a vraiment une carte à jouer sur le plan international. Il faut aussi noter que, il faut le dire quand même, les invitations sont parties assez tard pour cet événement. Il y avait c'était un succès en termes de participation. Ça montre pour moi maintenant l'attractivité de la France au niveau international. L'image de la France est vraiment en train de changer. Et j'ai trouvé que c'était un très très bon événement, parce que d'abord ce qu'il avait été organisé. Et puis le calendrier était bien choisi, juste avant Davos. Une journée avant Davos, donc vous aviez tous ces CEO qui ont dû changer leur agenda, il faut le dire quand même. Donc ils ont tous changé leur agenda, parce que leur agenda est plein bien sûr des semaines à l'avance. Mais ça a été fait juste avant Davos, donc ils étaient en Europe de toute façon, donc le changement était possible. C'était très smart, parce que la France a été le seul pays organiser cet événement, donc j'imagine que ce soit Merkel ou Theresa May de l'autre côté, lorsqu'elles ont lu dans la presse le lundi matin que Macron et son équipe avaient organisé un tel événement, mais je crois qu'elles devaient quelque part se dire qu'il y avait une opportunité manquée de leur part. Et ce qui en est ressorti pour moi, c'est un discours très homogène, très convaincant, une vraie proposition de valeur, en tout cas pour ces CEO internationaux, des vraies raisons pour lesquelles ils devraient investir plus en France, notamment au niveau recherche et développement. Il y a quand même des incitants fiscaux très importants qui ont été mis en place. Et puis ce que j'ai sorti, je suis évidemment on est dans la tech, dans l'IT, j'ai trouvé que c'est un gouvernement qui est aussi assez jeune et qui est aussi au fait de la technologie.
et de ce que comment la technologie peut impacter, en tout cas, la société. Je crois que c'est aussi important, il faut le mentionner. Alors, peut-être pour aussi compléter ce que vous dites, c'est que c'est vrai que c'est bien que la France se mette en avant et dise au monde qu'il se passe des choses en France, mais l'idée, c'est pas de dire la France contre nos voisins européens, l'Allemagne ou l'Angleterre. C'est plutôt de dire, si la France gagne, l'Europe va gagner avec l'Allemagne et avec l'Angleterre. Je pense que c'est un peu ça le message. Et d'ailleurs, le message est en général un message relativement pro-européen. Par contre, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que, et je crois que c'est aussi une opportunité, c'est que la France est en train de devenir quelque part un espèce de moteur en Europe. Peut-être pas encore le moteur au niveau économique, bien que la croissance soit bien améliorée. On n'est peut-être pas au top encore de l'Europe, mais en tout cas un vrai moteur au terme des idées et de la vision. Et ça, c'est très très important, en tout cas, aujourd'hui. Donc, en termes de leadership européen, je crois que la France est en train de prendre une place beaucoup plus importante qu'auparavant. Bon, donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va la prendre telle qu'elle est. Alors, on va maintenant parler un peu de HPE, puisque c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. J'ai en tête une présentation que vous aviez faite il y a presque un an maintenant, où vous disiez que le modèle de l'hypermarché dans l'IT n'était plus d'actualité. Donc, c'était en fait l'ancien modèle HP, où en gros, chez HP, comme à la Samaritaine, on pouvait trouver tout ce qu'on voulait. Et donc là, vous aviez dit que vous aviez 3 convictions. Donc le monde deviendrait hybride, en parlant du cloud, que l'intelligence allait à la périphérie avec l'IoT, l'Internet des objets, et puis la mobilité, et puis les services. Alors, est-ce que, première question peut-être un peu triviale, est-ce que vous avez toujours cette profession de foi, chevillée au corps? Et puis, deuxième point, c'est comment ça s'est décliné depuis un an, de manière concrète? Donc, oui, je vous rassure, j'ai toujours les mêmes convictions, toujours la même profession de foi, effectivement. Je crois que aujourd'hui, ce qu'on voit, tout d'abord, je veux dire, ce recentrage autour de ces 3 cœurs d'activité, pour moi, a été une décision stratégique très importante, mais la bonne décision également. Donc, je crois que ce que nos clients attendent aujourd'hui, c'est beaucoup plus de pertinence sur un nombre de sujets limités. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui d'être superficiel, entre guillemets. Vous connaissez la formule « qui trop embrasse, mal étreint ». Exactement. Je crois qu'aussi, je lisais hier, justement, dans un magazine qui montrait une étude sur l'adoption de l'innovation par nos clients. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, vous voyez, vous vous souvenez de cette courbe, en fait, qui montre d'abord, vous avez le early adopter, et puis ensuite, enfin, vous voyez de plus en plus, et puis vous avez le mass market. Et c'est une courbe qui était relativement longue, finalement. Et là, ce qu'on observe, c'est que, finalement, l'adoption... énormément. Donc en fait, le taux d'adoption se rétrécit, mais de manière drastique. Vous avez toujours les early adopters, mais qui sont beaucoup plus importants qu'auparavant. Et puis vous avez une adoption de la technologie qui est beaucoup plus rapide. Donc en fait, si vous regardez les clients, je crois qu'il y a effectivement de la transformation digitale, on a vraiment une réelle accélération sur certains niveaux. Les clients sont beaucoup plus informés aussi et beaucoup plus matures qu'auparavant, du fait que l'information est juste disponible. Je crois que le métier, par exemple, d'un ingénieur commercial a sensiblement changé. Je veux dire, si vous comparez à il y a 20 ans, il y avait un besoin d'information. Aujourd'hui, les clients sont très souvent très informés lorsque vous les rencontrez, du fait que l'information est disponible. Mais donc, vous avez une adoption de la technologie qui est beaucoup plus rapide, des clients qui sont beaucoup plus pointus et qui attendent beaucoup plus de vous en termes d'innovation et de capacité à apporter de la valeur chez eux. Donc, je crois qu'être très pointu, effectivement, avoir une stratégie très lisible et pouvoir être très rapide et très réactif en termes des attentes du client est fondamental. Donc oui, toujours très très important d'être pour moi, encore plus important qu'avant, d'être très agile et très rapide. Alors, si on prolonge un peu dans cette idée-là, je ne vais pas refaire l'histoire d'HP ni d'HPE parce que ce serait un peu long, mais je dirais qu'en gros, l'idée principale de la fusion, de la scission qui avait été décidée par Meg Whitman, je parle de la grande scission, donc HP Inc. et puis HPE, c'était d'avoir 2 entités qui soient, comme vous venez de le dire, plus agiles, plus concentrées sur quelques créneaux, etc. Si on regarde les derniers chiffres, enfin les chiffres que vous avez publiés dans le rapport annuel 2017, donc je crois que votre exercice se clôt fin octobre, si on regarde sur les 3 dernières années, on regarde vos 4 activités principales, donc serveur, networking, stockage et puis service, ces 4 activités sont en baisse. Donc est-ce que finalement il n'y a pas un paradoxe de dire on se focalise plus sur quelques activités en espérant se développer, puis en fait finalement le résultat n'est pas encore là. Alors je crois que c'est important de regarder
D'abord, c'est la tendance, d'accord, et de voir effectivement de manière agrégée, puis de voir la tendance trimestre après trimestre. Nous sommes une société américaine, donc nous publions nos résultats. Les sociétés françaises le font aussi maintenant. Je suis de côté, je suis d'accord, de côté, je voulais dire. Mais donc oui, il faut voir la tendance au niveau trimestriel. Et ce que vous regardez au niveau trimestriel, c'est une accélération de nos résultats, d'accord, qui sont améliorés. On a eu un gros impact au niveau serveur. Nous avons décidé finalement de ne plus vendre des serveurs, ce qu'on appelle des Tier 1 Cloud Providers, oui. D'accord, qui c'est un chiffre d'affaires qui est très important pour nous, mais très peu profitable. Et nous avons décidé de nous reconcentrer, d'abandonner cette partie du marché. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, il faut voir la dynamique du marché et voir les parts de marché également. Si vous regardez nos parts de marché, typiquement celle que je connais mieux, c'est les parts de marché en France. Nous gagnons des parts de marché. Numéro 1 en serveur, que ce soit en unité, que ce soit en revenu. Numéro 2 dans la partie stockage et numéro 2 sur la partie réseau. Et particulièrement en réseau, où j'aimerais quand même corriger vos chiffres, parce que la partie réseau est en croissance, en tout cas en France. Et pour la France, moi je parlais au niveau mondial. Hein. Et certainement, a été en forte croissance, et certainement sur la partie wireless. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que c'est un marché IT, bien que c'est en train de changer là maintenant. Je trouve que le marché depuis après, je dirais, les vacances d'été, on sent vraiment une vraie reprise du marché qui pour moi est liée à une amélioration économique également. Mais ce que vous voyez, en fait, c'est une tendance sur le marché qui est... vous avez certaines catégories de produits qui sont en forte décroissance et d'autres, comme je le disais, avec une adoption de l'innovation qui est très rapide, en très forte croissance également. Et donc, si vous regardez ce qu'on fait, par exemple, dans tout ce qui est la partie wireless LAN et la partie Wi-Fi, où on a des croissances en France qui sont largement double digit, mais vraiment très très fortes. Je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'être focalisé sur et c'est notre stratégie, sur les segments de marché qui sont en très forte croissance et à forte valeur ajoutée également. Et notre objectif, justement, c'est pas d'être dans la commodité également, mais c'est vraiment d'être dans l'innovation. Donc de privilégier la qualité par rapport peut-être parfois au volume en tout cas. Alors, l'un des trois points, enfin une des trois convictions, donc c'est le monde deviendrait hybride. Et effectivement, le cloud dans toutes ses facettes, on va dire, a tendance à s'imposer de manière, et ça, on a l'impression que ça s'accélère un petit peu. Il se trouve que si on regarde les acteurs traditionnels de l'IT, il y en a assez peu qui ont pris ce virage. Les champions du cloud, c'est plutôt des gens qui venaient d'autres marchés, à commencer par Amazon. Tout à fait. Vous n'êtes pas directement présent en tant qu'opérateur de services cloud, mais vous avez lancé une initiative qui s'appelle Cloud 28+, ça a été lancé il y a 3 ans, je crois, quelque chose comme ça, 3-4 ans, qui est une espèce d'agrégation de services qui regroupe 600 partenaires et qui a été présenté par un cabinet comme le plus gros agrégateur existant aujourd'hui. Mais finalement, est-ce que ça, c'est pas un peu flou? Quelle est la concrétisation de cette initiative? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez donner un exemple qui montre vraiment la mécanique qui est mise en œuvre et à quoi ça sert? Ouais, je crois qu'il faut recadrer un peu Cloud 28+, dans notre stratégie globale et dans la manière dont on voit le cloud aujourd'hui. Donc, vous l'avez dit vous-même, le cloud public, on n'est pas un fournisseur de cloud public. Le cloud public est une force très importante sur le marché, mais pas la seule. D'accord? Et notre conviction, nous, c'est que le monde de demain, ce sera plutôt un monde multi-cloud, comme on l'appelle aujourd'hui. Donc il y aura une place pour le cloud public, d'ailleurs différents clouds publics aussi, il faut savoir que la compétition là, mais il y a une place forte et je crois que c'est très très important aussi pour des partenaires. Ma vision, c'est qu'il y aura de plus en plus de partenaires qui seront aussi fournisseurs de cloud, d'accord, de solutions cloud, qui seront ou bien très verticalisés, sur des niches verticales particulières, soit en finance, en manufacturing, dans certaines industries, ou alors ils sont aussi très régionaux. D'accord, parce qu'il y a besoin d'un contact, parce que souvent avec le cloud public, le problème des clients, et certainement des ETI par exemple, c'est qu'il y a besoin de savoir avec qui on traite aussi, quelque part en cas de problème. Il y a une question de proximité qui est importante. La proximité est très importante, pouvoir appeler quelqu'un qui parle votre langue, savoir où sont vos données, il y a toute la question de gestion des données également. Et nous, le modèle qu'on pousse très très fort, et je crois que c'est un plus dans notre stratégie, c'est effectivement de développer, notamment dans le cadre de Cloud 28+, c'est cette communauté de partenaires,
D'accord, on fait 70% de notre chiffre d'affaires avec des partenaires. Ça a toujours été dans nos gènes de travailler avec des partenaires, un écosystème de partenaires. Et donc de développer cet écosystème de partenaires à la fois régionaux ou à la fois très spécialisés, d'accord, qui travaillent avec nos technologies également et qui peuvent répondre justement à ces besoins de clients qui ne peuvent pas être adressés par le cloud public, typiquement. En France, des exemples concrets, on a des partenaires comme Keops, des partenaires comme Antemeta, qui sont des partenaires traditionnels qui au départ ont commencé dans le négoce, la revente, on va dire, de solutions, oui, oui, et qui ont fait un virage magnifique vers tout ce qui est les services cloud managés. Typiquement, c'est un exemple. Alors typiquement, Cloud28+, ces deux partenaires en font partie. En France, il y en a d'autres, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous permet de faire aujourd'hui? Aujourd'hui, finalement, vous êtes un client. Il est très difficile pour vous, à part peut-être les Amazon, les Google, les Microsoft, de se dire, tiens, j'ai un besoin particulier, j'ai besoin de telle disponibilité, de tel type de service avec un certain nombre d'attributs. Comment trouver le partenaire adéquat qui peut répondre à besoin? C'est franchement hyper compliqué. À part taper dans Google, faire une recherche, et peut-être vous allez avoir sur une page trois réponses. Ce que Cloud28+ vous fait, c'est de finalement rentrer tout un certain nombre de critères qui ont été normalisés, d'accord, à travers tous ces partenaires, et de pouvoir en Europe, partout en Europe, mais c'est une initiative d'ailleurs qui a été déclinée aux États-Unis, maintenant aussi en Asie, de pouvoir trouver toute une série de service providers qui répondent à vos besoins. Et ça, le feedback qu'on en reçoit des clients, c'est très. Mais alors vous sur cette initiative, qu'est-ce que vous fournissez, je dirais les pelles et les pioches entre guillemets pour construire ces data centers, et puis vous apportez aussi du service aux clients directement ou via le partenaire? Donc dans le cas de Cloud28+, ce que l'on fait, c'est vraiment nous animons cette communauté, nous gérons la communauté Cloud28+, le portail, l'initiative, nous sommes moteurs dans cette initiative, d'accord, et c'est une valeur ajoutée que nous apportons à nos partenaires. Parce que, effectivement, c'est ce qu'ils ont besoin, c'est de pouvoir eux aussi être en contact avec les clients. Enfin, beaucoup d'efforts marketing, notamment autour de cette initiative. Et nous travaillons aussi avec ces partenaires, ensemble avec ces partenaires, pour définir des plans de go-to-market, de développement de marché conjoint. Parce que c'est un avantage, bien sûr, un avantage commun. Donc la cible de cette initiative, c'est plutôt les petites et moyennes entreprises et les ETI, plus que les en termes de clients finaux, il y a vraiment de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Franchement, je crois que c'est une force qu'on a, c'est qu'on adresse effectivement, vous mentionnez la 600 service providers qui adressent tout type de marché, tout type de segment, beaucoup de géographies différentes, mais je dirais que oui, c'est assez vaste, effectivement. On a par exemple des partenaires qui sont actifs dans le monde de SAP, typiquement, et que vous allez retrouver, que ce soit dans le mid-market ou même dans le segment des entreprises. Très bien. Alors, depuis la scission qui a donné naissance à HPE, donc cette nouvelle entité, HPE, a racheté un certain nombre d'entreprises. Donc il y a eu AGI, il y a eu SimpliVity, il y a eu Nimble, enfin il y en a eu quelques autres, Cloud Cruiser. Et vous avez indiqué que cette politique d'acquisition allait continuer. Alors évidemment, je ne vous demande pas de me dire qui vous allez racheter, parce que un, vous ne le savez peut-être pas, et puis deux, HPE lui-même, enfin HPE ne l'a pas encore décidé, mais finalement, quelle est la raison et quel est l'objectif de ces acquisitions? Et l'idée, c'est pour faire quoi et faire en sorte que cet HPE, avec les acquisitions que vous allez faire, dans 3-4 ans, ce sera quoi? Qu'est-ce que dans un marché qui est en pleine, vous l'avez dit, en pleine évolution très très rapide? Alors je dirais 2-3 choses. La première chose pour avoir cette acquisition, c'est dans le cadre de notre politique d'innovation plus large. On a 3 piliers dans notre innovation. On a la recherche et le développement, d'accord. On a sorti des technologies telles que Synergie, tout ce qui est infrastructure composable, qui marche d'ailleurs très bien en France. On est un des meilleurs pays au monde en termes d'adoption. Donc ça, c'est un axe très important, traditionnel, HP Labs, enfin vous connaissez. Le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle Pathfinder, qui est on prend des participations dans des sociétés, dans des startups, qui ont un potentiel de croissance, mais qui sont peut-être encore, je veux dire, trop petites qu'il faut laisser grandir quelque part, mais qui sont intéressantes pour nous et qui on veut développer un partenariat fort. Je prendrai un exemple, une société que vous connaissez, c'est Scality,
dans lequel on a pris une participation, oui, 10 millions de dollars, partenariat très fort, oui. qui est géré par Jérôme Leca, c'est tout, qui est un entrepreneur très très successful. Et on a un super partenariat avec eux, ça nous permet justement de nous rapprocher. Et le troisième axe d'innovation, c'est effectivement les acquisitions. Alors les acquisitions, effectivement, ont une vue un peu plus long terme de où va le marché. Puis comme je vous expliquais, c'est aussi une question d'être sur les... C'est un peu pour complémenter éventuellement notre portefeuille de produits. Un des axes que nous avons pris, par exemple, c'était aussi l'intelligence artificielle, qui est un axe de croissance pour nous. Il y a différents niveaux. Si vous regardez typiquement l'acquisition des GI, et le High Performance Computing, c'est un segment de marché en très forte croissance parce qu'il y a d'énormes besoins, que ce soit par exemple chez les constructeurs automobiles pour faire de la simulation ou dans d'autres industries, dans l'industrie financière. Mais un des axes aussi qu'ils utilisent, c'est effectivement de pouvoir mettre en place la technologie qui permet de faire tourner des solutions d'intelligence artificielle. Si vous regardez l'acquisition qu'on a faite en storage avec Nimble, elle a été faite aussi principalement parce qu'ils ont un software qui est basé sur du machine learning qui s'appelle InfoSight, qui permet de faire de la maintenance prédictive et qui permet de détecter bien à l'avance, en corrélant les données de toute la base installée, d'agir proactivement sur les installations de nos clients. Ce qui permet un taux de satisfaction très très élevé qu'on va pouvoir décliner sur toute la gamme. Donc cette innovation-là, maintenant on l'a mise sur 3 parts et elle arrivera demain sur les serveurs. Troisième axe au niveau de l'intelligence artificielle, c'est Niara, c'est une acquisition qu'on a faite aussi l'année dernière, vous savez, dans le monde du réseau. Pareil, on utilise l'intelligence artificielle que pour détecter des comportements d'utilisateurs suspects sur le réseau et pouvoir remédier, enfin en tout cas prévenir des attaques. Donc il y a vraiment des axes où on essaie d'avoir des domaines qui sont pour nous des domaines critiques pour le futur, avec un potentiel qui est peut-être parfois souvent plus large que la solution qui est acquise, qu'on peut décliner sur tout l'ensemble du portefeuille. Voilà, ça nous permet d'accélérer en fait. Donc finalement c'est très sélectif, mais c'est plutôt une politique d'acquisition technologique. Enfin c'est vraiment des technologies qui pourront être diffusées sur l'ensemble des solutions. Exactement. Alors c'est ou bien les acquisitions assez petites comme Niara, d'accord, où c'est vraiment une technologie dont on fait l'acquisition, ou bien où je crois qu'ils sont des acquisitions qui ont très très bien fonctionné, des acquisitions plutôt, je veux dire, de taille moyenne. Je vais prendre 3 parts à l'époque, ils nous avaient coûté 3 milliards. Aruba, aussi, qui avait coûté plus ou moins 3 milliards, qui sont des sociétés qui sont très reconnues sur le marché, qui ont déjà une base installée, en tout cas des clients, voilà, ils ont des beaux logos. Je prenais Aruba, ils avaient Microsoft, Google, Facebook, voilà. Qui sont donc relativement matures, mais qui sont peut-être au début de leur phase de maturité et que nous permettons, avec notre réseau de partenaires, avec notre force de vente, on peut vraiment accélérer leur croissance. Et ce sont des acquisitions qui pour nous ont fonctionné voilà, de manière superbe en fait. Bien, bah, écoutez, on va regarder ça avec beaucoup d'attention. En tout cas, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Gilles Thibault, merci beaucoup. Merci.